Alors bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le projet numéro 6 que j'ai réalisé dans le cadre de, de Open Classroom. Le projet numéro 6 qui s'appelle Effectuer une veille technologique Big Data. Alors ce projet va porter sur InfluDB et les bases de données orientées Time Series. Donc pour cette présentation, je suivrai le plan suivant. Donc une introduction sur les données temporelles et les séries temporelles. Je vous parlerai ensuite des bases de données temporelles dans le cadre général des bases de données. Je ferai une petite étude autour de InfluDB et l'écosystème InfluData. Je ferai ensuite un comparatif entre InfluDB et les autres bases de données temporelles. Enfin, avant de conclure, je vous parlerai d'un cas pratique autour de la collecte de données IoT que j'ai réalisé en lien à l'INRA, en lien avec François Lapéruc, Jean-François Bompa, Patrice Borel et Jean-Marc Montgrelet. Donc, une introduction sur les données et les séries temporelles. Donc, une donnée temporelle est une donnée qui représente l'état d'un objet à un instant T. Donc, on a deux types de données temporelles. On va avoir des données régulières, ou appelées mesures. Ce sont des données dont l'intervalle présente un pas de temps constant. Et des données irrégulières, aussi appelées événements, sont des données dont l'intervalle présente un pas de temps variable. En exemple de mesure, on aura la prise de température via une sonde automatique, le cours d'une action à la bourse ou du monitoring system. En événement, on aura, par exemple, la visite d'un animal à une mangeoire, le clic d'un utilisateur sur sa souris ou les horaires des trains. Une série temporelle est une séquence de ces données temporelles. Elle consiste généralement en des mesures qui sont effectuées successivement à partir d'une même source de données, pendant un intervalle de temps, avec un pas de temps qui soit régulier ou pas. Donc la représentation d'une série temporelle pourra généralement se faire sous la forme d'une courbe de données, une courbe de points, pardon, mais pas uniquement. Donc on le verra dans la slide suivante, on aura différentes représentations. Et dans le cadre d'une courbe de points, la donnée temporelle sera un point de la courbe, avec en abscisse le temps et en valeur et l'ordonnée en valeur. Ou l'inverse, non, la valeur en ordonnée, pardon. Donc voici quelques exemples de séries temporelles. Donc sur la première ligne, on peut voir que, comme je le disais juste maintenant, juste avant, on a des courbes, mais on peut avoir aussi une représentation de nos séries temporelles sous la forme d'histogramme, par exemple. On voit bien ici qu'en abscisse, on a le temps, donc c'est bien une série temporelle, ou sous la forme de table de données, tout simplement, avec ici la variable de temps. Donc les bases de données temporelles parmi les bases de données. Donc on va faire un petit rappel des bases de données. Donc une base de données est une collection d'informations organisées afin d'être facilement consultable, gérable et mise à jour. Donc les bases de données existent depuis les années 70 avec les bases de données hiérarchiques ou réseau. Une base de données hiérarchique était basée sur une structure arborescente avec un nœud parent et des nœuds fils. Les bases de données réseau étaient une évolution des bases de données hiérarchiques pour introduire des liens multiples entre les nœuds et également des liens entre nœuds d'un même niveau. Donc pour les bases de données hiérarchiques, le seul exemple que j'ai à ma connaissance, c'est IBM IMS. Et pour les bases de données, c'est IBM IDMS. Les bases de données qui nous sont le plus connues, c'est les bases de données relationnelles, avec une période d'or dans les années 80-90, sont des bases de données qui sont basées sur le modèle entité-relation. Et là, on a des noms très connus comme IBM DB2, Oracle, MySQL, PostgreSQL, et encore d'autres hein, comme SQLite, SQL Server, etc. Donc plus méconnues, moi je ne les connaissais pas du tout avant cette présentation, les bases de données objets qui sont apparues dans les années 90 sont des bases qui sont basées sur la persistance des objets de programmation orientés objets
Et là, j'ai pris deux exemples, ObjectivityDB et intersystème caché. Enfin, les bases de données NoSQL, avec une émergence dans les années 2000 et 2010, ce sont des bases de données qui ne sont pas seulement SQL, d'où le nom NoSQL, Not Only SQL. Donc, elles ont une part de SQL et de non-SQL. Donc, il en existe plusieurs types. Donc, des bases de données orientées colonnes, dans laquelle les données sont stockées sous forme de colonnes, comme leur nom l'indique. Donc, parmi les exemples qu'on a, on a Apache Cassandra, Google Bigtable et d'autres. On aura également des bases de données orientées documents, avec la plus connue, MongoDB. Ce sont des bases de données dans lesquelles les données sont stockées sous forme de documents, soit XML, soit JSON. Donc on a MongoDB, on a aussi Apache CouchDB et quelques autres. Enfin, on a les bases de données orientées graphes, qui sont des bases de données qui stockent les données sous forme de graphes, avec des nœuds, des arcs, les rapprochant en soi un peu des bases de données hiérarchiques et réseaux. Et parmi les exemples, j'ai pris DataStax, Neo4j ou OrientDB. Donc on en vient maintenant à la dernière catégorie des bases de données NoSQL, sont les bases de données orientées série temporelle. Donc une base de données orientée série temporelle est optimisée pour le stockage des séries de données horodatées. Donc on va parler de données temporelles, de données horodatées ou de données chronologiques, c'est la même chose. Donc les propriétés principales de ces bases de données sont le stockage et la compression des données horodatées, l'optimisation de la gestion des données, une prise en charge des requêtes basée sur le temps, une bonne capacité à scanner des larges quantités d'enregistrements, une gestion du cycle de vie des données, donc on va pouvoir gérer la réplication des données, l'obsolescence, on va pouvoir mettre une date de péremption sur une donnée, et pour les données qui seraient périmées, un nettoyage des données. Enfin, on va avoir des fonctions avancées d'agrégation de données selon le temps, ce qu'on appelle des time buckets. Par exemple, si on a une plage de temps de mesure qui est à la journée, on va vouloir des données à la minute ou à la seconde, mais si on a une plage de temps sur plusieurs années, on va vouloir des données au mois ou à l'année. Donc c'est ce qu'on appelle les time buckets, c'est la granularité de la donnée. Donc on va maintenant parler plus précisément de l'optimisation de la gestion des données. Donc pour cela, j'ai pris un exemple que j'ai tiré du lien ci-dessous, DevConnected. Donc, dans le cas, je vais faire une petite comparaison d'ingestion des données entre un système de gestion de base de données relationnelle et un time series database. Donc, dans le cas d'une base de données relationnelle, on va avoir un taux d'ingestion qui est entre 20 000 et 100 000 lignes par seconde. Donc c'est un taux d'ingestion qui va avoir tendance à baisser au fur et à mesure que les collections de données vont grandir. Donc ici, on le voit sur la courbe en bleu. Au départ, où on n'a pas beaucoup de données, on a un beau taux d'ingestion. Et ensuite, au fur et à mesure, il s'écroule. Donc pourquoi il s'écroule? C'est parce qu'on va avoir tendance, dans les bases de données relationnelles, à réindexer toutes les données à partir du moment où une donnée est insérée dans la base. Ce qui va avoir pour effet de diminuer les performances au fur et à mesure que la base va grossir. Dans le cas d'une base de série temporelle, on a ici la ligne en rouge, on voit que le taux reste constant. Alors pourquoi il reste constant? Parce qu'on va avoir une optimisation de l'ingestion pour maintenir ce taux optimal. On va avoir une indexation qui se fait uniquement sur la variable temps et une indexation qui se fait uniquement sur les nouvelles données. Ce qui va permettre de garder un taux d'ingestion constant entre 50 000 et 100 000 lignes par nœud. Donc, je vais vous parler maintenant des différents cas d'utilisation
d'une base de données temporelle. Donc il y en a trois principaux. Donc l'IoT, donc récupérer les données en provenance de tout type de capteurs, comme des capteurs de température, de pression, d'humidité, des cellules de détection, comme de l'intrusion, de la détection de mouvement, etc. On va avoir un cas d'utilisation autour du DevOps. Donc, ce sera le monitoring de tout un système, donc les CPU, la RAM, la bande passante, la charge d'un serveur, etc. Enfin, on va avoir un cas d'utilisation autour de l'analyse de données en temps réel. Donc, on va pouvoir, par exemple, vouloir analyser un cours boursier pour diagnostiquer si une action va monter ou descendre. On va pouvoir faire de la détection préventive de panne pour changer un composant juste avant qu'il tombe en panne. Ou les grandes surfaces vont pouvoir faire de l'ajustement des prix en fonction du comportement des clients, et notamment de la fameuse loi de l'offre et de la demande. Donc plus généralement, le cas d'utilisation d'un time series database sera le changement d'état d'un objet, d'un capteur, d'une variable à travers le temps. Donc ici, je vais vous présenter un classement des bases de données temporelles selon dbengine.com. Donc ce classement, ce n'est pas un classement sur l'indice de performance des time series databases, ce n'est pas un classement sur le nombre d'utilisations d'un time series database, c'est un classement qui est fait sur la popularité de nos time series databases. Donc la popularité, elle est calculée ici selon un score. Donc moi, je vais m'intéresser au score de juin 2020, donc le dernier en cours. Donc le score, dans ce classement, il est mesuré comment? Donc ça sera mesuré selon 6 critères. Le nombre de mentions du time series database sur les sites web, l'intérêt général qu'il suscite, la fréquence des discussions techniques à son sujet, le nombre de mentions qu'il est fait de lui dans les offres d'emploi et sur les réseaux professionnels, et la pertinence de son utilisation et de sa citation sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc ici, on voit que InfluDB a un score de 21,18. Alors, pour information, ce classement n'est qu'un sous-classement de ce qui est disponible sur dbengines.com qui concerne les bases de données temporelles. Si on considère l'ensemble du classement que fournit dbengines, les deux leaders, ce sont Oracle et MySQL, avec des scores tournant autour de 1500. Donc ici, InfluDB a un score de 21,18, ce qui représente près de 4 fois le score de son concurrent direct. Si on considère de la 2e à la 7e place, on a l'équivalent en 6 bases de données temporelles de InfluDB, ce qui veut dire que InfluDB a 50% des parts de la 1re à la 7e place. Et il a même 42% des parts de la 1re à la 20e place. Donc pourquoi une telle avance sur la concurrence? Donc moi j'ai réfléchi après avoir fait cette présentation, après avoir fait le cas pratique, j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait une telle avance, et j'y vois deux facteurs principaux. Alors pourquoi InfluDB vient, contrairement à ses poursuivants, ne vient pas seul. C'est-à-dire qu'il arrive avec tout un ensemble de logiciels complémentaires, ce qu'on appelle la stack InfluData. La stack InfluData sera composée de Telegraph, qui est un agent de collecte de données, de Capacitor, qui est un outil pour collecter et traiter les données en temps réel, et de Chronograph, qui est un outil pour présenter les données. Autre facteur qui fait que InfluDB a une large avance sur la concurrence, c'est InfluQL. InfluQL est un langage d'interrogation des données de InfluDB sous une forme
proche de SQL. Donc ici, je vous présente toujours en source DB Engines l'évolution des 5 premières bases de données. Et on voit ici, alors, ici la courbe d'évolution de InfluDB, on voit qu'il a eu une forte progression dès le départ. Donc, dès le départ des mesures, hein, parce qu'il est né en 2013, les premières mesures ont été faites à peu près en 2015. Donc, il a eu une forte croissance dès le début et une bonne croissance encore actuellement. Et à noter que ici, en vert, on a une croissance quasiment similaire de Prometheus. Et il est fort à parier que Prometheus va continuer sa croissance et aller prendre la deuxième place à KDB+. Donc maintenant, je vais vous parler de InfluDB et de l'écosystème InfluData. Donc, qu'est-ce que c'est InfluDB? InfluDB, comme on l'a vu précédemment, c'est une base de données orientée série chronologique. Donc, elle a été éditée pour la première fois en 2013 par la société InfluData. Elle est écrite dans le langage Go, donc le langage développé par Google, sous licence MIT. Et elle fait partie du fameux écosystème InfluData, composé, entre autres, de télégraphe, capacitor et chronographe. Donc, quelles sont les forces et les faiblesses d'InfluDB? Donc, InfluDB possède de hautes performances, que ce soit à la fois dans l'optimisation qu'il est fait des requêtes d'interrogation des données et de l'optimisation de l'insertion des données dans la base. Et on a également un premier concept qui sera très important, que je vais détailler tout à l'heure, c'est le Line Protocol, qui est l'expression de nos données sous la forme d'un vecteur de données texte. On aura également, ce que je disais tout à l'heure, InfluQL, qui est un langage d'interrogation proche du SQL. On va avoir une possibilité d'augmenter notre nombre de nœuds de données dans un cluster de manière horizontale, c'est-à-dire rajouter des nœuds, rajouter des VM pour rajouter des nœuds à un cluster, ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. On va avoir des dispositifs pour gérer la durée de rétention de nos données. Et, je le rappelle encore une fois, c'est inclus dans l'écosystème InfluData. Par contre, les faiblesses de InfluDB, donc on va avoir des difficultés importantes avec InfluQL lors de calculs complexes. Mais InfluData a déjà annoncé qu'ils étaient en train de développer Flux, qui sera un langage complémentaire à InfluQL, il ne remplacera pas, et il permettra de pallier le problème des calculs complexes. Également, en faiblesse, on a une communauté Internet qui est relativement restreinte. J'ai pu le voir quand j'ai fait le cas pratique autour de l'IoT, notamment pour configurer Telegraph. Très peu de sources autour de la stack InfluData, mais au final, on arrive quand même à trouver des données et j'ai réussi à faire les choses. Enfin, donc ça, j'ai pas pu le tester, mais c'est selon le site Clicks Digital Experience, on a certains connecteurs qui vont être peu performants, et ils donnent l'exemple du client Java. Donc ici, je présente 24 des plus grands clients de InfluDB. Enfin, j'ai sélectionné dans les 204 clients les plus connus. Donc on a des grands noms comme IBM, Oracle. On a également des noms français comme AXA, La Redoute. Et donc, on a sur leur page des clients, infludata.com/customers, ils affichent actuellement 204 clients. Donc, je vais vous parler maintenant de l'architecture d'InfluDB. Donc, InfluDB propose 3 produits différents.
Donc une version open source, donc qui est gratuite, qui ne propose pas de clustering. On a un seul nœud et on gère les choses sur ce seul nœud. Donc un seul nœud, ça veut dire pas de réplication, pas de partitionnement des données. Ensuite, on va avoir deux versions qui permettent le clustering, c'est InfluDB Enterprise et InfluDB Cloud. Dans ces deux versions, un cluster InfluDB sera composé de deux types de nœuds. Donc les métanodes qu'on a ici en haut par 3, qui sont en charge de l'orchestration du cluster, et on va avoir des datanodes qui seront en charge du stockage et de l'interrogation des données. Donc dans un datanode, un datanode sera le conteneur de nos données, et comme MongoDB, il est organisé sous forme de shards. Donc ça permet le partitionnement et la réplication des données. Et dans un cluster InfluDB, on va avoir un nombre de datanodes minimum de 1 si notre facteur de réplication est 1. C'est le cas de la version InfluDB open source. On va avoir un nombre de datanodes minimum de n si notre facteur de réplication est de n. Et sur le site de InfluData, il nous rappelle que le nombre de nœuds idéal dans un cluster est un nombre de nœuds qui sera divisible par notre facteur de réplication. Ils nous disent que ce n'est pas obligatoire, qu'il faut que le nombre minimum soit de notre facteur de réplication, mais il est conseillé d'avoir un nombre de nœuds qui soit un multiple du facteur de réplication. Alors, quelles informations détiennent les datanodes? Les datanodes vont stocker toutes les données et les métadonnées à propos de nos séries temporelles. Donc, les données, on le verra plus tard, c'est ce qu'on appelle les fields, et les métadonnées, ce sera les mesures, les séries, les tags. Maintenant, les métanodes, eux, sont des conteneurs des métadonnées du cluster et de son organisation. Donc les métanodes sont peu gourmands en ressources. Par exemple, on pourra faire tourner un métanode sur un T2 micro chez AWS. Pour ceux qui ne connaissent pas, un T2 micro, ça représente un CPU virtuel avec 1 Go de RAM. Donc l'équivalent d'ordinateur qu'on avait dans les années entre 2005 et 2008. Entre chaque métanode, on va avoir des communications qui sont permanentes pour synchroniser les métadonnées du cluster et pouvoir ainsi assurer la continuité du cluster si un des métanodes tombe. Ces communications sont basées sur le protocole TCP et utilisent le format de sérialisation des données protobuf de Google. Le nombre idéal de métanodes dans un cluster est de 3, puisque les métanodes fonctionnent sur un mode consensus, et pour avoir un consensus, il vaut mieux avoir 3 machines pour assurer un quorum. Donc là aussi, sur le site InfluData, ils disent qu'on peut en avoir plus, mais par nombre impair. Donc les informations que détiennent les métanodes, ce sont les nœuds et leur rôle, les utilisateurs et les autorisations qu'ils ont pour accéder aux données, les shards et sur quels nœuds existent les shards, les bases de données et les politiques de rétention de données. Donc, je vais maintenant aborder deux concepts importants. Ah non, c'est pas mal. Pardon. Je vais vous présenter les concepts clés du modèle de données InfluDB. Donc, on va considérer, pour montrer ces concepts clés, un exemple que j'ai ici sur la droite, qui est issu du site infludata.com, composé de séries de données. Donc, on a une mesure qui s'appelle census, qui dispose de 2 champs, butterflies et honeybees, et caractérisées chacune par 2 descripteurs, location et scientist. Donc, pour commencer, le premier concept, ça va être le concept de measurement. Ça sera le nom de notre mesure. Donc ici, on a census en nom de mesure. Le deuxième concept, dans une base de données time series, ça va être le timestamp.
évidemment, ça va être l'instant de collecte ou l'instant où on va insérer notre donnée dans la base de données. On va avoir ensuite ce qu'on appelle les tags. Ce sont les descripteurs de nos données. Donc, un tag est composé d'un tag key, le nom de son descripteur. Donc, ici, en jaune, on aura location, et d'une value, donc la valeur du descripteur pour la donnée considérée. Donc, ici, pour le tag key, location et le timestamp 18 août 2015 à 0h06, on a une valeur de tag qui est de 1. L'ensemble des tags, donc ici location plus scientist, sera appelé le tag set. C'est une notion importante dont on aura besoin quand on va parler de l'unicité des données tout à l'heure. Donc de la même manière, on va avoir les fields composés d'un field key et d'un field value. Donc ici, le field key sera butterflies, c'est le nom de notre champ, et en jaune, la valeur du champ à l'instant T. Et le field set sera la collection de nos fields, donc ici, butterflies et honeybees. Donc, on va parler maintenant de l'unicité d'une donnée. Donc, l'unicité d'une donnée, on va prendre cette valeur en jaune, 28. L'unicité de la donnée sera une composante de 4 facteurs. Donc, la mesure, le nom de la mesure, donc ici census, le timestamp à laquelle la donnée a été récoltée ou insérée dans la base, le tag set, donc l'ensemble des descripteurs, donc ici location égale 1 et scientist égale perpetua, et le field key, donc ici honeybees. Donc là, notre donnée, elle est identifiée par census, le timestamp, le tag set et son field key. Et dernière notion autour des concepts clés du modèle d'InfluDB, ça va être les séries de données. Donc une série de données temporelles est composée de 1 à n points, identifiées par une mesure, un tag set et un field key. Donc dans l'exemple ici à droite, on va avoir 8 séries de données. 8 séries de... Non, je me suis trompé dans le slide, c'est 8 séries de données. Donc une série, une, qui va être identifiée par census, le location égale 1, le scientist égale Langstroth, et notre field key qui est égal à butterfly. Donc cette série sera composée des valeurs 12 et 11. Une série numéro 2 donc, qui reprend les mêmes valeurs à la différence qu'on passe sur le champ honeybees, donc qui sera composée de 23 et 28. Une série numéro 3 qui va être composée de l'emplacement, toujours de la mesure census, de l'emplacement numéro 1 et par contre maintenant du scientifique perpetua pour le champ butterflies, et de la même façon pour census, location 1, scientist égale perpetua et honeybees, on aura ici les valeurs 30 et 28. Donc je vous parlais de 8 séries de mesures, donc là on en a vu 4, et pour avoir les 4 autres, on refait les mêmes 4 séries, mais en prenant l'emplacement numéro 2. Donc voilà qui conclut la partie des concepts clés du modèle de données InfluDB, et je vais vous parler dans les slides suivantes de 2 parties très importantes, le line protocol, qu'on va voir juste après, et plus tard je vous montrerai InfluQL. Donc le line protocol, je l'évoquais tout à l'heure, le line protocol sera la description textuelle d'un point de données, donc sous la forme d'un vecteur. Donc ici, on a le prototype de tout type de tout line protocol. Je l'ai exprimé sous la forme d'une expression régulière ici.
Donc, le line protocol sera toujours composé en en-tête de son measurement. Le measurement est le nom de la mesure dans laquelle est insérée la donnée. Et sa cardinalité est de 1 à 1, puisque, je le répète, on aura toujours le measurement dans notre line protocol. Ensuite, en bleu, on a ce qu'on appelle notre tag set, donc l'ensemble de nos paires tag key et tag value. Donc le tag set, lui, est composé de variables dont le but est de décrire la donnée, on l'a vu. Dans le line protocol, le tag set est séparé de la mesure par une virgule. Donc là, ici. Et chaque tag du tag set est également séparé par une virgule. La cardinalité du tag set est de 0 à n, ce qui veut dire que le tag set est optionnel et on peut avoir autant de tags qu'on veut sur le même line protocol. Le field set, en vert, va nous préciser la valeur pour chaque donnée. Donc, le field set, il est séparé du tag set par un espace. Et chaque field du field set sera séparé par une virgule. Sa cardinalité est de 1 à n, ce qui veut dire que dans un line protocol, au minimum, on aura au moins une paire field key, field value. Enfin, le timestamp. Donc, dans un flux DB, le timestamp est toujours exprimé à la nanoseconde. Donc, le timestamp va nous renseigner la dimension temporelle de notre donnée. Donc, on voit ici que sa cardinalité est de 0 à 1. Donc, soit il est absent, et dans ce cas-là, le timestamp qui sera renseigné dans un flux DB sera le moment où on va insérer la donnée dans un flux DB. Soit il est précisé, et dans ce cas-là, il va décrire le moment où on a collecté la donnée. Et on voit ici que le timestamp est séparé du reste du line protocol par un espace également. Donc là, j'ai mis quelques exemples de line protocol. Donc j'ai pris une mesure que j'ai appelée environnement. Et dans cette mesure, j'ai voulu, dans un premier temps, insérer juste une température. Donc j'ai un line protocol minimal qui est ma mesure, mon field key. Je vais pouvoir étoffer ce line protocol avec le timestamp, donc environnement température égale 25, et un timestamp. Donc ici, je décris le moment où j'insère la donnée dans la base, alors que ici, je décris le moment où j'ai collecté ma donnée avec mon capteur de température. Je vais pouvoir étoffer encore un peu plus mon line protocol. Je vais dire que pour ma mesure environnement, je vais stocker maintenant une température, un taux d'humidité et la pression atmosphérique. Et en précisant, encore une fois, un timestamp. Je vais continuer à étoffer le line protocol. Donc je vais revenir à seulement ma température, mais par contre, je vais dire que ma température que j'ai relevée pour ma mesure environnement, je l'ai relevée pour le code postal 31320, qui est Castanet-Tolosan, dans le pays France. Et le dernier exemple que j'ai pris, c'est un line protocol complet, avec une mesure, deux tags, trois fields et un timestamp. Donc ici, j'ai environnement, virgule, puisque le tag set est séparé de la mesure par une virgule, zip code 31320 country France, espace, ma température, mon taux d'humidité, la pression atmosphérique, espace, mon timestamp. Donc toutes ces informations à propos du line protocol, on peut les retrouver dans les liens ci-dessous. Donc maintenant, je vais vous présenter un autre gros morceau, c'est l'influQL, donc qui est le langage d'interrogation d'un flux DB qui est proche de SQL. Donc je vais commencer par vous parler de ce qu'on appelle la politique de rétention des données. Donc on va pouvoir créer
pour nos mesures des politiques de rétention de données, c'est-à-dire, en gros, appliquer une date de péremption à nos données. Donc, je vais pouvoir créer une politique de rétention à l'aide d'un Create Retention Policies. Donc, je nomme ma politique de rétention sur ma mesure que j'ai appelée visite. Pour une durée, je veux garder les données pour une durée de 30 jours, 30 D, avec un taux de réplication de 1, puisque j'utilise la version open source de InfluDB. Je vais pouvoir afficher à l'aide de Show Retention Policies les mesures, enfin les politiques de rétention que j'ai appliquées à mes mesures. Donc on voit ici que la politique que j'ai créée, RP Visit, a été créée. Donc 720 heures, ça représente 30 jours. Donc là, c'est une valeur par défaut du shard, de la durée du shard de 24 heures. Et le taux de réplication que je vais donner ici à 1. Je vais pouvoir modifier ma politique de rétention avec un Alter Retention Policy. Donc le nom de ma politique de rétention, le nom de ma mesure. Et je vais lui dire que je veux, maintenant que ma donnée soit disponible pendant 365 jours, et que le shard duration soit de 30 jours. Donc ici, on voit que ma politique de rétention a bien été mise à jour. Donc 8760 heures, ça doit représenter 365 jours. Enfin, on peut supprimer une politique de rétention avec un Drop Retention Policies de ma politique de rétention sur ma mesure. Donc, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle l'exploration du schéma des données. Donc, on va pouvoir faire comme en MySQL ou Oracle, un show databases pour afficher les databases qu'on a à disposition. Donc ici, j'en ai 3. Une base de données interne à InfluDB, une base de données pour l'agent de collecte Télégraphe, et une base de données que j'ai créée pour le cas d'utilisation qu'on verra tout à l'heure, IoT. Donc ici, je vais pouvoir créer une base de données à l'aide de Create Database. Donc, je peux faire un Create Database, le nom de ma base de données, tout simplement pour créer une base de données avec une politique de rétention par défaut. Je vais pouvoir aussi préciser en dur une politique de rétention, le with duration x, replication n, shard duration, le nombre de jours. C'est ce qu'on a vu juste avant pour la politique de rétention, où je vais pouvoir créer ma base de données en nommant directement une politique de rétention que j'ai créée auparavant. Donc là, j'ai choisi la deuxième option. Je vais vous créer une database visite avec une durée de 180 jours, un facteur de réplication de 1 et un shard duration de 30. Et on voit ici, quand je fais un show databases, que ma visite est apparue. Je vais pouvoir ensuite me positionner dans la base de données pour pouvoir utiliser cette base de données avec un use database. Et je vais pouvoir supprimer ma database visite. Donc là, je vous présente que la suppression de la base de données visite, il va de soi que c'est ce que j'ai fait en dernier, puisque j'en ai besoin pour les slides suivantes. Donc ne vous formalisez pas si là je l'efface et que j'utilise après. Donc je vais pouvoir, toujours dans l'exploration du schéma, afficher les mesures qui sont à ma disposition. Donc je vais faire un Show Measurement on Visit, et je vais voir que j'ai 2 mesures disponibles dans cette base de données. Donc les mesures sont, grosso modo, on va les apparenter à des tables de données, mais dans InfluDB, on parle de mesures. Donc là, j'ai 2 mesures qui sont Artillère et Langlade. Je vais pouvoir afficher les tags qui décrivent ma mesure. Donc, si je fais un show tag keys from Langlade, je vais avoir 2 valeurs qui décrivent ma mesure. C'est espèce, donc l'espèce animale, et l'identifiant de l'animal. Je vais pouvoir aussi afficher les valeurs de mes mesures avec un show tag value. Donc là, j'ai fait un
show type value from Langlade en lui demandant de m'afficher les valeurs des tags espèce et ID, donc la totalité de mes tags pour le cas présent. Et donc on voit que j'ai 2 occurrences pour l'espèce, c'est caprin et ovin, et 4 occurrences pour l'ID. Oui, et je vais pouvoir faire, j'ai mis ici, comme j'ai fait un show measurement, je vais pouvoir supprimer une mesure. Donc ici, j'ai fait un drop measurement artiguaire, et on voit ici que du coup, il n'est plus disponible en faisant un show measurement. Donc il a bien été effacé. Donc de la même manière que les tags, je vais pouvoir faire un show field case. Donc show field case from artiguaire, et on verra que à artiguaire, enfin dans ma mesure artiguaire, j'ai 3 champs disponibles. Donc ça va être la quantité consommée d'aliments, la quantité qui était disponible au départ de la visite d'aliments, et après la visite, la quantité restante d'aliments. Par contre, si je peux faire un show field case comme un show tag keys, je ne vais pas pouvoir faire de show field value. Le show field value, on va le voir juste dans le slide après. Faire un show field value, ça équivaut à faire un select from. Donc je vais pouvoir faire, enfin, dans le dernier... non, pas dernier. Pardon. Je vais pouvoir faire également un show series pour afficher mes séries. Et dans l'exemple présent, je vais afficher 8 séries différentes qui sont sur mes 2 mesures. Donc, ces 4 séries qui proviennent de la mesure artiguaire, ces 4 séries qui proviennent de la mesure Langlade, et on voit que artiguaire, donc on a deux séries pour les canards avec l'identifiant qui varie. Enfin, je vais pouvoir faire, comme pour les autres concepts, je vais pouvoir faire un drop series from une mesure. Donc là, si je fais un drop series from Langlade where espèce égale caprin, on voit ici que mes caprins, mes deux enregistrements de caprins ne seront plus disponibles ici. Donc je vais vous présenter maintenant, après l'exploration du schéma de données, c'est l'exploration des données. Donc l'exploration des données ne se fait que à l'aide d'une syntaxe très connue, c'est le select mes champs from ma mesure. Donc ça ressemble énormément au langage SQL. Donc je vais avoir un select from, mais je vais avoir également de quoi filtrer mes données à l'aide de where, de quoi agréger mes données à l'aide de group by, de quoi trier mes données à l'aide de order by. Alors à noter dans un flux DB que le order by ne se fait que sur la mesure du temps. Il ne se fait pas sur les tags, il ne se fait pas sur les fields, uniquement sur le timestamp. On va pouvoir trier notre timestamp de manière croissante ou décroissante. Donc, également comme en MySQL, le limit pour limiter le nombre de valeurs qu'on veut afficher. Et le sLimit, qui n'existe pas en MySQL, le sLimit va nous limiter le nombre de séries qu'on veut afficher. Donc si on prend un exemple, si je dis que je veux afficher toutes mes données de artiguaire avec une limite de données de 3 enregistrements et une limite de série de 2 enregistrements, je vais avoir un affichage de 2 fois 3 données, donc 2 séries fois 3 valeurs pour chaque série. Donc j'ai pris quelques exemples. Donc ici, je fais un select disponible, consommé et restant from artiguaire. Et donc on voit ma variable temps, la quantité d'aliments disponibles, la quantité d'aliments consommés, la quantité d'aliments restants. Je vais pouvoir faire un filtrage de mes données. Donc je vais faire ce coup-ci un select étoile from Langlade where espèce égale ovin. Et on va voir ici que les seules données que je récupère, ce sont des données liées aux ovins. Et je vais pouvoir faire de l'agrégation, comme je disais tout à l'heure. Donc ici, je fais un select min consommé
from Langlade, pardon, group by espèce. Donc on voit que ma moyenne d'aliments consommés pour les caprins à Langlade est de 115 et ma moyenne d'aliments consommés pour les ovins à Langlade est de 225. Maintenant, on va parler de l'insertion, de la mise à jour et de la suppression des données. Donc l'ajout de données se fait de la manière suivante, et c'est à ça que sert le line protocol. On va faire un insert line protocol. On ne va pas faire un insert into une table ou une mesure, puisque notre table et notre mesure est déjà précisée grâce au line protocol. On ne va pas préciser de values, de nom de champ et de nom de values, puisqu'ils sont déjà exprimés sous la forme de clé valeur ici. Donc le champ, la values, pardon. Donc ici, j'ai pris, là j'ai 8 insert line protocol. Ce sont les données que j'ai, c'est le jeu de données que j'ai utilisé au départ pour concevoir tous les exemples que je vous présente. Maintenant, la mise à jour des données, elle se passe de manière assez différente entre le SQL et InfluDB. La mise à jour des données, en fait, se fait de la même façon qu'on ajoute une donnée, insert et line protocol. La différence va venir du mode d'insertion et de mise à jour. Le mode d'insertion et de mise à jour s'appelle un mode upsert. Donc le mode upsert, c'est update si la donnée existe et insert si la donnée n'existe pas. D'où la concaténation de upsert. Donc on va, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'unicité de la donnée, on va dire que notre donnée, enfin, InfluDB va déduire que notre donnée elle existe à partir du nom de la mesure, du tagset, du timestamp et du field key. Donc ici j'ai pris un exemple, j'ai fait un select from Langlade where espèce égale ovin et l'identifiant égale 12345. On voit que sa valeur consommée est 250, sa valeur disponible de 1000 et sa valeur restante de 850. Donc maintenant je fais un insert avec mon line protocol pour l'espèce ovin, l'identifiant 12345. Je vais lui dire qu'il a consommé non pas 150 mais 200. Donc il lui reste non pas 850 mais 800, pardon. Et je vais lui préciser à quel moment la donnée elle a été collectée ou insérée dans InfluDB. Donc ça c'est important de récupérer le même timestamp. Et donc si maintenant on fait un select, le même select que précédemment, on voit que le timestamp est le même, mais la valeur consommée est passée à 200 et la valeur restante est passée à 800. Par contre, la valeur disponible est restée à 1000 puisque je ne l'ai pas modifiée. Dernier point, la suppression des données, ça marche comme en SQL. On va faire un delete from notre nom de mesure avec possibilité de mettre des conditions. Donc là, je fais un delete from Langlade de l'enregistrement que je viens de modifier. Espèce ovin, identifiant égale 12345. Et si je repasse le même select ici, je n'ai plus la donnée. Donc voilà qui termine non seulement la partie InfluQL, mais toute la partie autour de InfluDB. Je vais vous présenter maintenant dans la partie suivante un comparatif entre InfluDB et les autres bases de données time series. Donc j'ai choisi, à partir du classement qu'on a vu tout à l'heure, de vous présenter un comparatif des 5 premières bases de données sur 8 critères différents. Les critères sont les suivants. Le data schéma, est-ce qu'il existe, est-ce que la base de données impose d'avoir un schéma de données préalable à l'insertion des données, ou alors est-ce qu'on est contraint de... Pardon, je me perds. Est-ce que la base de données impose d'avoir un schéma préalable à l'insertion des données, ou est-ce que la base de données est capable, à partir des données, de déduire le schéma des données? C'est le critère numéro 1, le data schéma.
Le critère numéro 2, ce sera la présence ou non d'un langage proche de SQL, donc ce que j'ai appelé le critère SQLite. Est-ce que notre base de données est capable de gérer la distribution des données en différents endroits? Je l'ai appelé partitioning. Également la réplication en différents endroits, le facteur replication. Donc le facteur concurrency va nous permettre de juger de la possibilité de la base de données de manipuler les données de manière simultanée. La durabilité va nous permettre de juger si la base de données permet la persistance des données. Ensuite, on va voir si notre base de données est capable de manipuler des données ou des structures de données en mémoire uniquement, comme par exemple Spark le fait dans le cas du calcul distribué. Et enfin, on va voir si notre base de données est capable de gérer des utilisateurs et des droits d'accès. Donc la comparaison de InfluDB contre le second classement KDB+, donc sur ces 8 critères, on a un seul critère qui diffère, c'est au niveau du data schéma. InfluDB n'impose pas d'avoir un schéma préalable, il est capable d'inférer à partir des données qu'on insère le schéma des données. Alors que KDB+, nécessite d'avoir un schéma préalable pour insérer nos données. Donc à noter, donc ça c'est le seul critère parmi nos 8 critères qui diffèrent. À noter également que hors ces critères-là, KDB+ est exclusivement propriétaire, donc ne dispose pas de version gratuite. Donc la comparaison entre InfluDB et Prometheus, qui est troisième au classement, c'est qu'on a, comme pour KDB+, Prometheus nécessite d'avoir un schéma préalable. Prometheus ne dispose pas d'un langage d'interrogation proche de SQL. Et Prometheus ne permet pas de faire de calcul en mémoire pure et ne dispose pas de gestion des utilisateurs. Différence entre InfluDB et Graphite. Donc on a toujours cette notion de schéma impératif pour Graphite. On n'a pas de langage d'interrogation proche de SQL. On n'a pas non plus ni partitionnement ni réplication des données et pas de gestion des utilisateurs. Enfin, entre le premier et le cinquième, qui est RRD Tools, donc il nécessite un schéma pour l'insertion des données. Il n'a pas de langage d'interrogation proche de SQL. Il n'a ni partitionnement ni réplication des données et ne gère pas les utilisateurs et leurs droits d'accès. Donc, en conclusion, sur ces 8 critères, seul InfluDB répond à nos 8 critères, immédiatement suivi par KDB+, donc, qui, à part la nécessité d'avoir un schéma pour l'insertion des données, répond à tous les autres critères. Par contre, les 3 autres répondent à 4, 2 et 3 critères sur les 8. Donc toutes ces données, je les ai récupérées à partir du site dbengines.com. Dernière partie, je vais vous parler d'un cas pratique de collecte de données IoT. Donc dans ce cas pratique, on va faire de la collecte de données à partir d'un capteur qu'on appelle un ESP32. Le ESP32 va aller écrire les données qu'il capte dans une file MQTT sur un topic qu'on appelle, qui s'appelle ESP32. De mon côté, à l'aide de Telegraph, je vais aller consommer les données sur le topic ESP32 de ma file MQTT. Je vais, toujours à l'aide de Telegraph, insérer les données dans la base IoT de InfluDB. Et à partir de cette base IoT, je vais aller afficher les données dans Chronograph.
Donc, voici la trame JSON d'un message en provenance de l'ESP32. Donc, c'est une trame assez verbeuse, mais j'ai identifié en rouge les champs qui vont m'intéresser. Donc, le device ID, le SP32, le device address, donc 26.01.18.31, le FRM payload, donc c'est le champ le plus important, puisque c'est lui qui va contenir les données. Donc, là, c'est pas évident qu'on ait une donnée de température, parce que notre donnée de température, elle est encapsulée dans un message JSON, et ce message JSON est encodé en plus en base 64. Donc on va avoir tout un ensemble de traitements à faire sur cette variable. Et enfin, un timestamp. Donc le timestamp m'intéresse dans le sens où il faut que je récupère des valeurs numériques pour constituer un enregistrement. Par contre, ce timestamp, dans le cas de l'ESP32, ne nous intéressera pas puisque c'est un timestamp qui est exprimé à partir du moment où le capteur a démarré. Ce n'est pas un timestamp de type époque qui part du 1er janvier 70. Donc ce n'est pas quelque chose de, comment dire, de pérenne. Donc comment je vais aller consommer mes données sur la file MQTT. Donc pour cela, je vais utiliser un plugin de télégraphe. Donc pour configurer ce plugin-là, il faut que j'aille dans le fichier telegraph.conf qui se situe sous Linux dans /etc/telegraph. Ce fichier telegraph.conf, je vais pouvoir configurer non seulement ce plugin de consommation des données, je vais également configurer un plugin d'écriture des données dans un flux DB et différents plugins pour manipuler mes données. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc je vais commencer par consommer le flux MQTT à l'aide du plugin qui s'appelle inputs.mqttconsumers. Donc il se configure de la manière suivante. Donc on va aller pour ce plugin dans le fichier Telegraph configurer le ou les serveurs sur lequel on veut collecter des données. Ici, je collecte des données sur ce serveur-là, sur le port 1883, qui est le port par défaut de MQTT. Je vais lui dire que je veux les données qui ne proviennent que de ce topic-là, v3 ESP INRA device ESP30D up. Je vais lui dire que je veux une qualité de service, un QoS de 0. Alors la qualité de service de MQTT, elle va être de 0 quand on veut au plus un enregistrement, de 1 si on veut au moins un enregistrement, et de 2 si on veut exactement un enregistrement. Donc dans l'idéal, pour ne pas perdre de données, il vaudrait mieux avoir le 1 ou le 2. Là, on est dans un cas où on fait des tests, preuve de concept. Donc je suis resté sur la valeur 0, au plus un enregistrement. J'accepte de perdre des données dans ce test. Je vais pouvoir définir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à la file MQTT. Et je vais lui dire que mon format de données, c'est du JSON, puisque le format de données ici était du JSON. Donc là, je consomme ma donnée. Là, mon télégraphe commence à aller picorer des données dans la file MQTT. Maintenant, je vais configurer le plugin pour que mes données qui sont picorées par télégraphe dans la file MQTT soient écrites dans un flux DB. Donc, de la même manière, j'utilise le plugin outputs.influxdb, donc ici. Je vais définir l'URL de mon serveur InfluxDB dans le cas d'une instance open source, mais je pourrais définir les URL de tous mes serveurs InfluxDB, de tous mes datanodes, si on a un cluster en version Enterprise ou Cloud. Je vais lui dire dans quelle base je veux écrire mes données, donc dans la base IoT. Et comme on est un peu sérieux, je vais quand même lui mettre un mot de passe et un password, donc télégraphe et télégraphe. Donc là, à partir de là,
Je consomme mes données dans la file MQTT, je les écris dans un flux DB. Donc, tout va bien. Mais, premier problème, on voit ici sur la droite de l'écran que les 4 champs que je vous disais tout à l'heure, le payload, le device ID, le device address et le timestamp, le timestamp il y est. Donc 3 des 4 champs que je vous donnais tout à l'heure ne sont pas remontés dans la liste ni la liste des tags, ni la liste des fields. Alors pourquoi? Parce que notre plugin MQTT Consumers ne va remonter que les valeurs numériques de notre message JSON. Or, le device ID était au format string, le device address était au format string et le payload également. Donc l'idée, c'est que je vais forcer l'importation de mes champs de type chaîne de caractères en tant que tag, donc descripteur de la donnée, à l'aide de l'option qui s'appelle tag keys, je vais lui dire que je veux récupérer mon device ID, mon device address et mon FRM payload en tant que tag. Et donc on voit ici que mes 3 champs sont bien remontés à l'occurrence suivante en tant que tag. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, c'est dans le payload où j'ai ma donnée. Donc ça m'embête un peu de la remonter en tant que tag, vu que c'est la variable qui contient ma donnée. Donc je vais vouloir, à partir de là, transformer la variable FRM payload, qui est un tag, en une variable FRM payload, qui sera un field. Donc je vais faire ça à l'aide de processeurs de traitement de données. Donc ici, je vais utiliser le Processors Converter Tags, donc le plugin Processors Converter, sur ma variable tags, et je lui dis que je veux convertir mon FRM payload en chaîne de caractères pour les champs en tant que field. Et on voit ici que mon FRM payload qui était dans les tags remonte bien ce coup-ci dans les fields. Problème suivant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la donnée FRM payload est encodée en JSON, est encapsulée dans du JSON et encodée en base 64. Donc première étape, troisième étape dans l'enchaînement, on va vouloir décoder la valeur base 64 en une variable JSON. Donc ça se réalise à l'aide du processor strings base 64 decode. Donc on voit ici mes 2 enregistrements qui sont remontés avec du base 64. Et une fois que j'ai configuré mon plugin et relancé mon service télégraphe, pour le message suivant qui arrive, on a enfin un message en clair, mais c'est une valeur JSON. Donc étape 4, on va vouloir sortir notre température de ce message JSON. Alors pour cela, on va à nouveau parser notre chaîne JSON, mais là j'ai besoin de 2 étapes pour le faire. Une première étape où je vais renommer mon payload en tant que température, et ensuite je vais parser la chaîne JSON pour écraser la valeur température. Donc première étape, je vais faire un processors rename replace, donc en lui disant que le field qui s'appelle FRM payload, je veux l'appeler température. Et donc on voit ici sur la valeur qui remonte, la valeur suivante qui remonte, que du coup mon field n'existe plus en FRM payload, mais il s'appelle maintenant température. Étape suivante, je vais parser ma donnée, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette valeur-là. Donc je vais maintenant parser ma donnée. Et pour parser ma donnée, je vais lui dire que mon format de données en entrée, c'est du JSON, que je veux parser le champ qui s'appelle température,
que je ne veux pas supprimer mon enregistrement original, que je veux juste écraser la donnée. Et on voit que au message suivant qui remonte, on écrase la donnée. Alors pourquoi j'ai été obligé de le faire en 2 fois? J'ai été obligé de le faire en 2 fois parce que si je fais directement un drop original true ici, il va me créer 2 enregistrements. Enfin, et donc je ne sais plus la valeur qu'on met ici dans le cas contraire à override, mais si je ne procède pas de la manière suivante, je vais avoir 2 enregistrements qui vont être créés. Un comme celui-ci, avec mon FRM payload JSON, et un second comme celui-ci, avec juste ma variable de température. Et clairement, c'est quelque chose que je ne veux pas, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est pas cet enregistrement-là, c'est uniquement cet enregistrement-là. Donc du coup, je suis obligé de faire ces 2 étapes pour réaliser cette opération. Maintenant, problème numéro 5, donc je rappelle, au départ, dans le message JSON, j'avais 4 champs que je voulais remonter. De lui-même, le plugin, il n'en a remonté que 1, le timestamp. Et tous ceux qu'il a remontés en plus, ce sont des champs que je ne souhaitais pas. Donc je vais maintenant appliquer sur mon plugin de départ MQTT Consumers une option soit pour accepter, soit pour refuser des importations de champs. Donc ici, avec un field pass, je vais lui dire que j'accepte qu'il ne remonte que la variable settings timestamp. Si j'avais appliqué la variable field drop, j'aurais pu dire je refuse field drop qu'il remonte FCNT, fport, frm payload, etc. Et du coup, c'est plus simple dans ce cas-là de dire je fais un field pass que un field drop d'une toute une liste de champs. Surtout qu'on risque de ne pas être exhaustif et d'avoir des champs qui continuent à remonter si d'autres messages apparaissent par la suite. Donc à partir de là, dès que j'ai appliqué le field pass, on voit que, bon, entre-temps j'avais appliqué des traitements pour renommer mes champs. Donc température, c'était FRM payload, et device timestamp, c'est settings timestamp après. Donc à partir de là, on voit que ne remontent que les tags que j'ai demandé, device address, device ID, plus les tags par défaut, le host de InfluDB et Telegraph, et le topic. Et dans les fields, on n'a que les 2 valeurs que je voulais récupérer qui sont disponibles. Maintenant, j'ai appliqué 2 dernières transformations. Donc une première transformation pour concaténer mon device ID et mon device address au sein d'un tag que j'ai appelé device. Donc je l'ai fait avec le processor template. Donc je récupère un device qui est unique. Et pourquoi je crée ce device? Parce que ensuite je veux nommer ma mesure, donc ma mesure qui s'appelle MQTT, MQTT Consumers au départ. Je veux la renommer de manière plus parlante, puisque là j'ai un capteur, donc ça va, mais si j'en ai 50 ou 100, je vais vouloir avoir des mesures avec des noms évocateurs. Et donc du coup j'ai créé mon tag device, et là, avec un converter tags, comme je l'ai fait dans la première transformation, je vais vouloir que mon tag qui s'appelle device devienne le nom de ma mesure. Et donc on voit ici que ESP32/26011831 est le nouveau nom de ma mesure. Donc à partir de là, j'en ai fini avec Telegraph. Donc la collecte et la transformation des données pour le stockage dans InfluDB. Et je vais vous présenter maintenant Chronograph qui va me servir à présenter les données. Donc, je vais vous présenter d'abord la partie Data Explore ici, qui va me permettre à partir d'une requête InfluQL d'afficher des données. Donc ici, j'ai
je saisis ma requête influctuelle. À noter que ici j'ai un générateur de requêtes également, que je vous présenterai un peu plus tard. Au moment où je vais faire les dashboards, j'en parle un peu. Donc ici, j'ai écrit une requête où je lui dis que je veux toutes les données en provenance de la base de données IoT, dont la politique de rétention est autogène, donc IoT autogène ici, pour ma mesure qui s'appelle ESP32. Je valide ma requête et j'affiche mes données. Donc on voit ici ma variable température, mon device adresse, mon device ID, le host et le topic. Maintenant, je vais pouvoir également filtrer mes données à l'aide d'un datetime picker. Et je vais lui dire que je veux des données qui commencent le 17 juin à 14 h jusqu'à des données du 17 juin à 15 h. Donc c'est ce que j'ai ici, le 17 juin à 14 h et le 17 juin à 15 h. Donc je sélectionne toutes mes données de ma mesure, where mon temps égale dashboard time. Alors, dashboard time, c'est le premier, and time inférieur à upper dashboard time, qui est le second. Je valide ma requête et ça me permet d'afficher uniquement les données entre 14 h et 15 h le 17 juin dernier. Maintenant, je vais vous parler de la partie dashboard de chronographe. Donc, dashboard, je vais créer un dashboard et dans ce dashboard, je vais vouloir faire une série de données sous la forme d'une courbe. Donc ici, je vous disais tout à l'heure que j'ai utilisé la requête influctuelle directement. Ici, pour vous montrer, j'ai utilisé le sélecteur. Donc je lui ai dit que je veux des données en provenance de IoT autogène pour la mesure ESP32 2601 1831 et le seul champ numérique que j'ai sur cette mesure, c'est la température. Donc je sélectionne la température, ce qui permet d'afficher la requête suivante, select température from IoT autogène ESP32 2601 1831, where timestamp est supérieur à dashboard and time est inférieur à upper dashboard time. Je valide et j'obtiens le graphe ci-dessus. À partir de là, j'ai généré mon graphe qui est disponible pour validation dans le dashboard. Donc je l'ajoute dans le dashboard. Et voilà, j'obtiens un dashboard avec un premier graphe des températures collectées à partir de mon ESP32. Maintenant, je vais faire la même chose pour deux capteurs supplémentaires. Ce sont des capteurs RAC qui collectent la température, le taux d'humidité et la pression atmosphérique. Donc je procède de la même façon pour générer mes différents graphiques. Je les ajoute au dashboard et j'obtiens un dashboard de la manière suivante. Donc avec en première ligne uniquement la température pour le SP32 et pour les deux capteurs RAC, la température, la pression atmosphérique et le taux d'humidité. Donc j'en ai fini avec la partie chronographe et je vais passer maintenant à la conclusion. Donc en conclusion, on a pu voir dans la première partie de cette présentation les données temporelles, les séries temporelles et les bases de données orientées séries temporelles. Dans les données temporelles, on a vu que ce sont des données qui représentent l'état d'un objet à un instant T, que ce soit des mesures avec des données prises à intervalles réguliers ou des événements qui sont des données avec un intervalle variable. Les séries temporelles, on a vu que ce sont des séquences de ces données temporelles. On a vu que les bases de données orientées séries temporelles géraient des données et des séries temporelles et qu'elles sont optimisées d'ailleurs pour le stockage de ces séries temporelles. On a vu également que le cas d'utilisation générale d'une time series database, c'est le changement d'état d'un objet, d'un capteur, d'une variable à travers le temps.
En seconde partie, on a découvert InfluDB, qui est une base de données orientée série temporelle, qui fait partie de la stack InfluData. On a vu que InfluDB a de grands noms parmi ses clients. Je rappelle IBM, Oracle, Cisco, etc. On a pu voir que l'architecture de InfluDB est sous la forme d'un cluster est composée de métanodes et de datanodes, et que ces datanodes sont organisés sous forme de shards, comme dans MongoDB. Les forces, les faiblesses de InfluDB, donc des hautes performances, notamment avec l'optimisation des requêtes, le line protocol, une syntaxe d'interrogation familière proche de SQL, InfluQL, de la scalabilité horizontale, de la gestion de la durée de rétention des données, et InfluDB fait partie prenante de l'écosystème InfluData. Parmi ces faiblesses, on a vu que InfluQL avait des difficultés importantes lors de calculs complexes, mais que InfluData travaille à un langage, Flux, qui permettra de pallier ce problème. J'ai pu me rendre compte personnellement que la communauté Internet était relativement restreinte autour de ces technologies, et j'ai pu voir par ailleurs que certains connecteurs, comme par exemple le client Java, étaient peu performants dans le cadre de InfluDB. Enfin, dans la dernière partie, le cas pratique, j'ai pu vous montrer comment, à partir de Telegraph, j'allais collecter et traiter des données en provenance de capteurs. J'ai pu vous montrer comment stocker les données dans InfluDB. Et j'ai pu vous montrer comment on faisait de la présentation des données dans Chronograph. Donc je vous remercie pour votre attention et je suis prêt maintenant à répondre à quelques questions. Bon, je me lance alors. Quand tu nous présentes la comparaison avec d'autres bases de données, oui. Tu nous dis que Prometheus est un succès là, en ce moment, une belle courbe d'ascension là. Oui. Et pourtant, comment tu expliques cette montée en succès en fait par rapport aux inconvénients, enfin en tout cas ensuite que tu les compares avec les différents critères où finalement sur les 8 critères que tu présentes, il n'y en a que 4 qui ont l'air intéressants. Comment tu peux expliquer ça en fait? Est-ce qu'il y a des choses dans Prometheus qui font que finalement ça peut concurrencer InfluDB à l'avenir? Alors, je n'en sais rien, dans la mesure où je n'ai étudié que InfluDB. Le comparatif, je l'ai fait à partir des sources que me fournissait dbengines.com. J'ai fait une étude théorique des bases de données time series tout d'abord, et là où j'ai vraiment été dans le fond des choses, c'est sur InfluDB. Je n'ai pas regardé les autres bases de données. Et pareil sur c'est une question aussi de comparatif. Donc tu nous présentes Chronograph. Moi j'avais entendu parler de Grafana. Est-ce que tu peux quels sont les avantages, inconvénients? Est-ce que tu connais? Alors, ouais, je connais Grafana, j'en ai entendu parler aussi. Donc Grafana est un plugin externe, donc c'est quelque chose qui va pouvoir c'est un greffon qui va pouvoir se raccrocher à différentes bases de données. Grafana, tu vas pouvoir le connecter à InfluDB, mais tu vas pouvoir aussi le connecter à Elasticsearch, à d'autres bases de données. Donc Grafana est un projet externe, non pas de la stack InfluData, mais qui est capable de s'y connecter. Ok, merci. De rien.
Quelqu'un a d'autres questions? Ouais, moi j'ai une question du coup. Oui. Tu parles souvent de calculs complexes, là, mais enfin, t'as une idée de ce que ça peut être, les calculs complexes qu'on peut faire du coup, avec un privé. Qu'est-ce qui pose Alors, le problème en fait? Quel type de requête complexe? alors, je ne parle pas de calcul complexe, je parle de requêtage complexe. Enfin, si j'ai dit calcul complexe, c'est une erreur. C'est du requêtage complexe, c'est-à-dire, quand on parle de requêtage complexe, c'est de la jointure, c'est de l'agrégation sur plusieurs mesures. Il faut savoir que InfluDB, avec le InfluQL, n'est pas capable de faire de jointure entre plusieurs mesures. Et c'est en ça que Flux, qui est en train d'être développé par Fludata, va apporter plus de souplesse, permettra de faire de la jointure, de faire des agrégations multiséries, etc. D'accord. Et alors, j'ai une remarque plus qu'une question. Tu as pris un choix de prendre la liste Jean. C'est dommage d'avoir mis RDD Tool, qui est un très outil, et de ne pas avoir mis OpenPSD, qui était un petit peu plus loin, mais qui je pense est plus utilisé que nous. Et je pense que c'est un des concurrents directs de la FluidDB. D'accord. Voilà, si je prends. Et la deuxième remarque, c'était sur ton choix de dire que les schémas, c'était un plus ou pour ne pas avoir de schéma, en tout cas à la charge au chargement, est un bénéfice pour un FluidDB. Bon, c'est discutable, je trouve. Dans le D'accord. sens où tu envoies, je sais pas, tu envoies un line protocole qui n'est pas bien formé, en fait, il va te créer une nouvelle base, enfin, un nouveau une table, on va dire, sans que tu le veuilles, en fait, c'est juste qu'elle était mal formée. D'accord. Alors que les autres, ils vont te envoyer bouler, quoi. C'est un avantage, enfin voilà, il y a des avantages et des inconvénients à chaque côté. Je suis pas sûr que ce soit un critère très ultra pertinent, quoi. D'accord. Moi, je sais que j'ai déjà vu ça, où tu vas créer des fils 7, c'est différent, alors que t'es pas voulu, quoi. Tu aurais bien aimé que ça crache, quoi. Ouais, je rejoins un peu Ludovic par rapport à ça. Surtout nous qui avons l'habitude de fonctionner avec des bases de données relationnelles, c'est vrai que d'avoir un schéma, des fois, ça peut paraître, c'est rassurant. D'accord. Bah ouais, il y a des avantages et des inconvénients, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, on préfère que ça crache et qu'on soit informé. De l'autre côté, si ça se passe mal, au moins les données sont sauvegardées quelque part. C'est vrai que tu ne les perds pas. Alors que si ça crache dans la vie, bah, tu la perds pour une famille. Juste comme ça. Et les avantages et les inconvénients. C'est vrai que c'est un truc qui se discute plus. Thierry, tu n'as pas parlé du tout de l'authentification. Est-ce que c'est volontaire ou il y a des mécanismes qui existent et dans le cadre de cette présentation, ce n'était pas intéressant d'en parler? Alors, donc j'en ai parlé dans le mécanisme enfin dans la partie comparatif. InfluDB permet l'authentification et la gestion des droits des utilisateurs. Je ne l'ai pas montré dans la présentation, effectivement. Là où j'ai pu le montrer, c'est dans la partie cas d'utilisation, dans la partie cas pratique, où j'ai montré que Telegraph permet d'avoir un username et un mot de passe. De la même manière, InfluDB, on peut lui définir username et mot de passe, et chronographe également. J'ai juste omis de présenter cela dans la présentation, mais c'est disponible. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a une certaine finesse au niveau des droits d'accès que
que tu peux paramétrer et peut-être que ça vaut le coup de le rajouter, je ne sais pas. D'accord. Oui, ben, j'étudierai ça un peu plus en détail dans la suite du projet cas pratique. D'accord. Moi, j'ai une petite, c'est qui nous là? Oui. J'ai une question, l'équivalent du insert là. Oui. Donc, si tu as plusieurs mesures là, et si tu as une mesure absente ou qui dépasse, enfin nous en relationnel, qui dépasse un format, tu attends un entier et je sais pas, enfin, le capteur il n'est pas toujours, j'imagine, pas toujours au point, j'imagine. Enfin, il y a des failles. Comment ça se passe? Il y a des try catch là, enfin des trucs comme ça. Non, non, non. Si la donnée, si une donnée remonte, elle est insérée dans la base. Si je l'ai dit dans le plugin MQTT Consumers, je lui ai mis une qualité de service à 0. C'est-à-dire que j'accepte dans ce cas-là de perdre une donnée. Si une donnée à un instant T ne remonte pas, elle n'est pas insérée dans la base. De la même façon, si je mets une qualité de service à 1 ou à 2, donc 1, je rappelle, c'est au moins une fois la donnée dans la base, la donnée est insérée au moins une fois dans la base, et 2, elle est insérée exactement une fois dans la base, il va n'insérer que les données qui lui arrivent. Si le capteur n'envoie pas de données, il ne va pas vouloir insérer une donnée à tout prix. Donc, si en amont, il n'y a pas de génération de données, si le capteur n'émet pas de données, il n'y a aucune donnée qui seront stockées dans la base. Non, mais par exemple, tu as la température et pas l'humidité. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais tu as Oui. 3, comme tu as dit. Il ne mettra que la température, il ne mettra pas l'humidité. C'est ça. Et après, c'est pareil dans les procédures, là, par exemple, de vérification. Je ne sais pas s'il y en a. Mais par exemple, si tu as une température très grande et une humidité, je ne sais rien, enfin, des valeurs non possibles, ça fait quoi ça? Tu les. Alors, j'ai pas encore regardé de ce côté-là. Je pense qu'avec les différents processeurs qui sont disponibles dans Telegraph, tu dois pouvoir ajouter des bornes de contrôle. C'est à vérifier. Je ne l'ai pas fait encore, mais déjà, je vous ai montré toute une palette de processeurs qui sont disponibles. Il serait étonnant qu'un FluDB n'ait pas prévu un plugin de vérification de la validité de la donnée. Est-ce que je réponds à ta question? Ben, oui, j'imagine que ça va exister, quoi. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je propose d'arrêter l'enregistrement de la vidéo et de conclure. Ok. Merci pour le travail considérable encore que tu as réalisé sur ce domaine-là. Avec plaisir. C'est un document. Après cette vidéo, on pourra la récupérer et la mettre à dispo pour des utilisateurs de l'INRA. Oui, je vais terminer l'enregistrement, je vais l'encoder, je vais la charger sur YouTube, et je vous donnerai le lien. D'accord, ok. Je vais envoyer le lien aussi à Open Classroom donc, pour ce projet numéro 6. Et je partagerai sur la Forge à la fois le lien vers la vidéo et je vais faire une vidéo privée, donc il faudra absolument voir le lien. Et je mettrai ma présentation sur la Forge également. Parce que le cas pratique nous servira pas mal par la suite. Ok, merci. De rien, avec plaisir.